Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Cher Luca De Biasi, cher public, è un grande piacere accogliere. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir au Palais Farnèse pour cette rencontre littéraire consacrée aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et je suis d'autant plus heureux que j'accueille deux journalistes. Et je voudrais commencer par Alain Damasio, dont je lis les livres avec une grande passion. Sa dystopie politique a une valeur littéraire largement reconnue. Il s'agit d'une œuvre qui occupe déjà une place de tout premier plan entre Octavia Butler. È una ricerca narrativa ampia. C'est une recherche large et visionnaire qui saisit notre présent, mais qui parvient également à décrire le futur qui est devant nous. Ce n'est pas un hasard si ces romans ont eu un énorme succès, non seulement en France, mais également dans d'autres pays, notamment chez un public de jeunes adultes. Surveillance politique, contrôle social, droits des citoyens, voilà quelques-uns des thèmes traités par Alain Damasio, toujours dans le cadre d'un récit riche et vertueux, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs et lectrices. Luca De Biasi est notre invité au Palais Farnèse pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois. Après sa présence au mois d'avril dans le cadre de Farnèse à la page, quand il avait modéré une table ronde sur le thème de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'édition. J'ajoute qu'il a écrit des livres portant sur ce thème. Je tiens à évoquer en particulier les livres qui ont paru cette année. Apologie du futur, ce que demain peut faire pour nous, la loi de l'intelligence artificielle, le AI Act européen, trouver un futur pour la technologie. Ce soir, nos invités vont nous parler en particulier de la vallée du silicium, la Silicon Valley, le dernier livre publié par Alain Damasio. En 2022, peu après la pandémie, Alain Damasio a été accueilli à la Villa Albertine en Californie. Dans le cadre de cette résidence, il a écrit 7 essais, bref, techno-poétiques et un récit de science-fiction pour nous parler de l'impact de la technologie sur notre monde. Des grandes histoires à succès de la vallée du silicium jusqu'aux rues du Tenderloin et sa vision est à la fois nostalgique et cruelle, poétique et impitoyable. Surtout, il nous parle du monde hyper-technologique où nous sommes appelés à défendre nos droits en tant que citoyens. Son écriture, il faut l'admettre, est également très amusante, tout autant que sa capacité d'inventer des mots pour nous amener à réfléchir et à penser. Et in fine, en lisant la vallée du silicium, il nous rappelle que dans ce monde technologique, l'être humain reste toujours au centre. Mesdames et messieurs, depuis septembre jusqu'au mois de décembre, l'ambassade de France et l'Institut français-italien organisent un cycle de conférences portant sur l'intelligence artificielle. L'actualité nous offre un cadre particulièrement intéressant. L'intelligence artificielle a été au cœur de la présence italienne du G7 et la France va accueillir en février 2025 un sommet international sur
l'intelligence artificielle. Il s'agit donc d'un bon moment pour ouvrir un débat italo-français sur ces questions cruciales qui sont souvent marquées par des projections pleines de peur et d'utopie. Mais ce sont des thèmes qui ont plusieurs facettes. Notre cycle, Intelligence, a pour but d'être un forum dynamique, inclusif, un forum qui offre une plateforme de dialogue et qui ouvre la voie à différentes perspectives, dont celle d'Alain Damasio et de Luca De Biase. Je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée. Buonasera anche da me. Come Bonsoir, je suis Luca De Biase. Derrière, il y a le drapeau italien. Alain Damasio est à côté de moi. Nous nous sommes mis d'accord. Chacun va s'exprimer dans sa langue. Ce qui sera un grand plaisir, surtout pour ceux qui n'entendront pas mon très mauvais français. Nous avons voulu commencer par le voyage, car ce voyage, après Tocqueville, nous avons Damasio qui fait un voyage aux États-Unis. On imagine que c'est un voyage vers le futur parce que c'est là où l'on conçoit ces technologies et la plupart de ces technologies concernent notre rapport à l'avenir. Et donc, pour un écrivain de science-fiction, un voyage dans le futur, ça a été une très belle expérience, j'imagine, parce que quand il s'est rendu là-bas, comment étiez-vous armé? Quelles étaient les questions que vous aviez à l'esprit quand vous êtes parti en Californie? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais commencer par un acte de contrition et de honte, parce que mes deux grands-mères étaient italiennes et je n'ai pas la capacité, j'ai pas appris à parler italien. Heureusement, ma fille, Alyosha, elle est partie sur la bonne voie, mais moi, donc je m'exprimerai en français. Ce voyage, il est très étonnant. On m'avait proposé, c'était la Villa Albertine à San Francisco, qui m'avait proposé de venir, avant même qu'il lance les appels d'offres. Il voulait un écrivain de science-fiction et il se disait, mais qui d'autre que toi peut être le mieux bouleversé, le mieux secoué par la rencontre avec des experts de la Silicon Valley, avec des cadres supérieurs, donc français pour la plupart, mais aussi des sociologues américains de haut niveau, qui vont te parler de ce monde que tu critiques depuis maintenant 30 ans. Et j'y suis arrivé pas du tout avec mon crible technocritique, pas du tout avec un prêt-à-penser. Je me suis dit, je veux faire l'effort de penser contre moi-même. Voilà. Et c'est très compliqué de penser contre soi-même parce qu'on a une structure cérébrale, on a des concepts qui sont travaillés depuis longtemps. Et je me suis dit, non, je vais arriver vraiment comme écrivain. C'est-à-dire, je vais arriver avec cette capacité à éponger, à recevoir, à être touché par ce que ces interlocuteurs vont me dire et à être en quelque sorte noyé, balayé, un peu décadré, décalé comme ça de mes habitudes de penser. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ce voyage a été vraiment intéressant. C'est qu'à des moments, je me suis trouvé devant des gens qui ont complètement retourné ma façon de penser, qui m'ont effectivement retourné le cerveau, comme on dit. Moi, j'aime bien cette expression, parce que je vois le cerveau pivoter dans la boîte crânienne, comme ça, et penser autrement. Donc, ça a été vraiment une forme de choc, mais pas de choc brutal, de choc doux, de choc souple, mais qui était vraiment me mettre face à un futur qu'on ne connaît pas en Europe. Voilà, il faut le dire. Il y a 5 ou 10 ans d'avance dans les pratiques de vie, dans les pratiques technologiques qu'on rencontre à la Silicon Valley. Et j'étais, juste pour un petit mot, c'est que vous savez que Rome est considéré encore par
beaucoup comme le centre du monde. Eux, quand vous arrivez à San Francisco, ils vous disent le centre du monde, c'est nous. Voilà. Et ils ont raison de le dire, à mon sens, en tout cas c'est le centre du futur, parce que c'est eux qui fabriquent les technologies que vous tous dans la salle utilisez au quotidien. Tous les smartphones que vous utilisez, toutes les applications, les plateformes, tous les WhatsApp, Instagram, Facebook, tous les moteurs de recherche, tous les Tinder, les technologies de rencontre, etc., que vous utilisez, sont fabriqués au quotidien là-bas par ces gens. Et ils ont raison de penser qu'ils sont aujourd'hui le centre du monde, même si ce centre-là, il est très triste et j'ai envie de dire très peu chargé d'émotions et d'humanité. Mais c'est eux qui font notre monde. Voilà, donc c'était intéressant pour ça. E dunque che cosa... Et donc, quelles sont les caractéristiques de ces technologies? Regardons dans nos poches, nous avons ce portable et ce dispositif. Nous l'utilisons avec des consciences différentes, en nous laissant maîtriser ou en maîtrisant différentes technologies, en changeant grâce aux technologies. Les technologies nous changent à un moment donné. Dans un passage de votre livre, La vallée du silicium, l'iPhone, il y a une phrase qui dit « Tu ne possèdes pas l'iPhone, c'est plutôt l'iPhone qui te possède ». Et donc, c'est un défi qui est lancé, un défi constant qui est lancé et qui nous change, qui fait que nous changeons. Eh bien, nous avons entendu parler de cette technologie. Je suis journaliste. Tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui me dit qu'il va y avoir une révolution. Il y a une sorte d'inflation des révolutions, ce qui amoindrit un peu l'importance de ce mot qui, surtout ici au Palais Farnèse, c'est un mot qui est très important, la révolution. Mais s'il y a cette inflation de révolution, je dis qu'il y a une seule révolution qui me paraît très importante, parce que d'une certaine manière, avec cette technologie, nous évoluons. Qu'est-ce que cette technologie a de spécial? C'est une excellente question de poser ça, parce qu'effectivement, on est saturé de discours médiatiques nous disant à chaque nouvelle invention ou apport, c'est une révolution, c'est une révolution. En réalité, si je prends la voiture autonome, oui, c'est une révolution pour les chauffeurs de taxi, mais ce n'est pas une révolution sociétale, pas plus que les métavers n'en sont une, par exemple. Par contre, moi j'en vois 3 quand même depuis 1995, et quand vous êtes né après 95, ben vous êtes ces fameux digital natives, c'est-à-dire vous êtes né dans ce monde-là. La première, c'est l'arrivée évidemment d'Internet, donc d'un réseau mondial de circulation de l'information. La seconde, pour moi, c'est vraiment le smartphone, c'est-à-dire le moment où émerge ce que moi j'appelle l'objet nomade totalitaire, c'est-à-dire l'objet nomade qui totalise quasiment l'entièreté de nos vies, c'est-à-dire qu'on a dessus maintenant, vous le savez très bien, on a la totalité des messages amicaux, amoureux, tendus, conflictuels. Dedans, on a toutes nos photos, on a toutes nos vidéos, on a toutes les applis qui gèrent nos plannings, on a toute une mémoire très profonde qui est sédimentée à l'intérieur. Donc, on a effectivement une totalisation de nos vies quotidiennes à l'intérieur d'un rectangle comme ça de 5 cm par 10. Et c'est très, très nouveau et ça a changé énormément de choses, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même façon, on ne séduit plus de la même façon, on ne joue plus de la même façon, on ne voyage plus de la même façon, etc. C'est-à-dire que toutes les activités vraiment qui constituent notre anthropologie ont été totalement bouleversées. Et là arrive pour moi la 3e de ces révolutions qui, à mon avis, va être la plus massive, la plus déstabilisante, celle qui va, j'ai envie de dire, agiter notre faille narcissique le plus profondément, et c'est évidemment les intelligences artificielles génératives. Et on les pense souvent comme des vecteurs de remplacement de certains métiers. Effectivement, il y a beaucoup de métiers utilisant le langage qui vont, par exemple, être balayés. Journaliste, par exemple, à 90%, je pense que ce métier va être remplacé par l'IA. Ceux qui travaillent sur la jurisprudence, même les médecins, même des métiers qu'on croyait protégés vont être... Mais pour moi, le plus
plus inquiétant, et ce n'est pas une question d'inquiétude, mais ce à quoi nous devons être vigilants, c'est l'intelligence artificielle personnalisée. Voilà. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que ces IA génératives vont être implantées dans vos téléphones et vont devenir votre premier interlocuteur. La première personne avec qui vous allez parler au quotidien, le matin en vous levant, le soir en vous couchant et toute la journée, le premier alter ego avec lequel vous aurez des échanges, ça sera cette IA personnalisée. Et pourquoi? Pour des motifs psychologiques très profonds, qui est que cette IA connaîtra la totalité de vos goûts, de vos désirs, de vos plaisirs, de vos envies, connaîtra tout votre contexte de vie, saura parfaitement vous aider, vous outiller, être bienveillante avec vous, parce qu'ils les construisent pour être bienveillants. Et du coup, très rapidement, ça va devenir indispensable pour vous, et très rapidement, vous allez pouvoir solutionner un grand nombre de problèmes de vos quotidiens par cette IA. Donc moi, j'appelle ça l'intelligence amie, parce que ce A d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut le décliner en plein de choses. Parfois, c'est l'intelligence agressive, parfois, c'est l'injecteur même d'agressivité, quand c'est l'extrême droite qui l'utilise. Mais nous, ça sera une intelligence amie. Et les gens vont la transformer en ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que certaines personnes vont l'utiliser comme une mère bienveillante qui s'occupe de vous, une big mother, quoi, qui sera cajolante. Il y en a qui vont l'utiliser comme un père, peut-être un peu rigoureux, sérieux, qui vous donnera des cadres. D'autres comme un ami avec lequel tu vas discuter, plaisanter et qui te fera des blagues. D'autres comme un fantasme, comme dans le film de Spike Jonze, ce que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Her, où c'est la voix de Scarlett Johansson qui incarne l'intelligence amie. Et donc il fantasme, il devient amoureux de cette intelligence-là. Chacun le paramétrera à la façon dont il le souhaite, mais la vérité, c'est que surtout, ça sera votre premier rapport au monde. Votre premier rapport au monde et aux autres passera par cette IA. Et ça va être vraiment, je pense, une vraie révolution. Et ça, c'est pour moi vraiment dans les 5 ans que ça va devenir. Quand vous êtes auteur de science-fiction, le plus dur, c'est de trouver comment un paradigme technologique va être utilisé culturellement. On se gourre beaucoup en prospective parce qu'on a du mal à imaginer les usages pervers, les usages bizarres, les usages inattendus d'une technologie. Je vous donne juste un exemple parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué. Quand ils ont avancé le téléphone portable, ils n'avaient pas anticipé le fait que ça allait permettre la géolocalisation et qu'avec la géolocalisation, parce qu'on triangule les antennes, ça allait développer énormément d'applications marketing, énormément de services possibles. Ça, ils ne l'avaient pas anticipé. Mais surtout, le pire, c'est le SMS. Le SMS, c'est 140 petits caractères qu'on pouvait taper sur un téléphone. Tout le monde s'est dit, enfin, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que en France, les gros opérateurs téléphoniques se sont dit, ça va intéresser personne. Pourquoi s'emmerder à taper lettre par lettre des messages de 140 caractères alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et d'avoir la personne qu'on a au téléphone. Et ça a été une erreur colossale. Et je peux vous parler de ça parce que j'avais un ami qui travaillait comme dans le syndicat des patrons des télécommunications et ils n'ont pas vu du tout ce que ça allait produire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt psychologique et culturel de taper juste 140 caractères sans avoir besoin d'appeler, sans avoir besoin de parler avec sa mère qui va lui dire comment tu vas et machin, sans avoir besoin de parler avec sa copine. C'est-à-dire qu'à des moments, on n'a pas envie d'affronter l'altérité, d'affronter l'autre avec toutes ces questions, avec sa voix, le ton de sa voix, avec sa fatigue, avec sa colère. Et c'est extraordinairement pratique de taper son petit message et de balancer l'info comme ça. Et si tu ne réfléchis pas culturellement, psychologiquement, tu ne comprends pas que cet usage va devenir important. Et sur l'IA, on a exactement le problème. On n'arrive pas à mesurer comment les gens vont utiliser l'IA. Il y en a qui l'utilisent déjà pour hacker des maisons et pour attaquer des propriétés extrêmement protégées au niveau domotique. C'est une utilisation de l'IA. Mais il y en aura des milliers qu'on n'imagine pas. Voilà. Bon, j'étais trop long, excusez-moi. Ah oui, c'est le charme de cette technologie, c'est-à-dire cette technologie ira bien au-delà des raisons pour lesquelles elle a été créée. Elle va surprendre ses concepteurs, ses auteurs. Ce sont les 3 révolutions, n'est-ce pas? L'Internet, évidemment, a permis à l'être humain de faire des choses inimaginables pour ses créateurs ou concepteurs. Il en est de même pour le smartphone ou l'intelligence artificielle. Qui régit ce qui se passe?
qui gère tout ce qui se passe? On a dit que tout le monde pourra donner une interprétation personnelle de cette technologie. D'autre part, hein, ceci se fera si la technologie est ouverte, si elle est notre amie, si je la comprends, si je l'approprie et que je peux la maîtriser. Mais d'autre part, hein, il y a ceux qui la maîtrisent et la connaissent mieux que moi. Le voyage en Californie d'Alain Damasio commence tout de suite chez Apple, n'est-ce pas? Il se balade un peu et puis il voit tout droit chez Apple. C'est l'immeuble en anneau ou en anneau de Apple, le siège d'Apple, qui devient l'anneau du Seigneur des Anneaux, donc l'anneau du pouvoir. C'était très drôle parce que je suis arrivé là-bas comme un Européen irait. C'est-à-dire que nous, on a cette espèce de quête d'un centre, d'une espèce de zone tellurique comme ça, qui compacterait ou compilerait tout un ensemble d'époques historiques. C'est-à-dire que voilà, vous allez à Rome, vous allez avoir une église qui est sur une autre église, qui est elle-même sur un temple de Mitra, et il y a toutes ces couches qui sont enfoncées dans le sol, et il y a une dimension très puissante de cette histoire qui tout d'un coup surgit verticalement par couches. Et moi, j'avais cette naïveté de me dire, je vais aller dans les Silicon Valley et je vais trouver le centre du monde, quoi. Voilà, cette espèce de... Or, il y a des gens qui l'ont dit, la Silicon Valley, c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit, quoi. Voilà. Et en fait, d'un point de vue purement architectural, c'est d'une tristesse et d'une banalité absolue. Il faudrait être un J.G. Ballard ou un Baudrillard pour trouver un peu de magie dans ce monde-là, parce que vous avez une espèce de bassine avec une zone pavillonnaire qui n'a vraiment aucun intérêt, un quadrillage complètement orthogonal. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vers les sièges sociaux. Donc, j'étais vers le siège social d'Apple en me disant, j'avais vu ce ring de 1600 mètres, cet anneau incroyable, et je me dis, je vais pouvoir le visiter. Mais bien sûr que non, tu ne peux pas visiter. Ce sont des entreprises qui te demandent une totale visibilité sur l'entièreté de tes données, c'est-à-dire sur l'entièreté des datas. Tout ce que tu fais sur le réseau doit générer de la trace, et toutes ces traces doivent être utilisées par ces plateformes. Mais par contre, inversement, toi, tu n'as aucun droit à la visibilité sur ce que Apple ou Google ou Amazon font. Donc, tu n'as pas accès à ces sièges sociaux. Donc, je me suis rabattu sur l'église du dimanche, là-bas, qui était l'Apple Center. Et c'est marrant parce qu'il y a des épiphanies, malgré tout, qui se créent. Et une des épiphanies, ça a été de me rendre compte que tout le design était totalement homogène et était fondé sur l'idée d'un rectangle. Rectangle des vitres, rectangle de la porte, rectangle des tables, rectangle des tablettes, rectangle des smartphones. Et puis avec ce tout petit truc des bords arrondis, vous savez. Il n'y a pas l'angularité. Le rectangle, c'est un peu agressif parce que vous avez 4 pointes. Et là, ils ont décidé d'arrondir, de pacifier le design en arrondissant les bords. Et tu sens cette dynamique-là, et tu te rends compte aussi que tout le design est lisse, tout le design n'est pas métissé, n'est pas hybridé, n'est pas chamarré, on ne mélange pas le strié et le rugueux, etc. Ça doit être une seule couleur et le lisse, comme ça. Et tu te dis, bon, il y a quelque chose d'intéressant, quoi, qui se met en place. Mais je ne réponds pas à ta question, c'était sur quoi déjà? C'était sur le... Il y en a qui ont suivi. Je ne sais plus, c'était quoi Sur le pouvoir qui est... Ouais, donc... Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, qui pilote ça? Qui impose ce monde à nos vies? Alors déjà, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que on croit naïvement que c'est une culture universelle, parce qu'effectivement... quelqu'un du Kazakhstan, un Balinais, un Canadien, un Inuit, etc., vont utiliser les mêmes applis que nous, voilà, qu'un Européen, qu'un Américain, qu'un Japonais. Donc, tu as un facteur que moi j'appelle numiversel, c'est-à-dire que c'est du numérique universel, et on se dit finalement tout le monde est dans la même culture. Donc, ils ont trouvé le moyen de trouver une culture universelle. En vrai, c'est pas du tout ça. En vrai, ce sont des Américains avec un esprit américain,
très anglo-saxon, protestant et même puritain qui fabrique le monde dans lequel on vit. Et ça, il faut vraiment le saisir. Et dans ce monde-là, et ça c'est Fred Turner, le sociologue que j'ai rencontré là-bas, qui m'a dit, tu sais, dans la culture puritaine, l'enjeu c'est qui est le plus proche de la lumière de Dieu. Et vous vous rendez compte, parce que les fibres optiques, évidemment, sont une circulation de la lumière, tout passe à vitesse lumière. Et en fait, il disait, dans cette logique-là, c'est l'homme blanc qui est le plus près de la lumière de Dieu. Il y a presque une question de couleur. Et la Silicon Valley, c'est 90% de mâles, d'accord ? Derrière, il y a la femme blanche, mais déjà la femme, elle est plus loin de la lumière de Dieu parce qu'elle enfante, elle est dans la chair, elle est dans le corps, etc. Elle est moins immatérielle que l'homme blanc qui est pure information dans cette logique-là, etc. Et après, je ne vous explique pas les Noirs, les Mexicains, les Hispaniques, etc., que tu retrouves à tous les postes de vigile, d'hommes de ménage, de femmes de ménage. Eux, alors là, ils n'ont déjà pas la bonne couleur de peau, ils ne sont pas dans la lumière blanche, etc. Ils sont plus loin et ils sont éloignés. Et il dit cette espèce de sexisme et de racisme latent est très présent dans la Silicon Valley et se traduit dans les chiffres, puisque 90% notamment des cadres supérieurs, c'est des Asiatiques ou des Blancs européens ou Américains. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc déjà, le pouvoir, il est situé dans une certaine sphère. Et ces gens-là, ils ont une conception du monde qui est à la limite de la sociopathie, et ça avait été confirmé par des gens travaillant avec Mark Zuckerberg au quotidien, etc. Il dit par exemple, tout le board de Meta, tout le conseil d'administration de Meta est fait par des gens pour qui la relation humaine est un problème. Voilà, Facebook, je vous le rappelle, naît d'un gars qui n'arrive pas à draguer des filles et qui fabrique une application pour ça. C'est quand même intéressant de voir les naissances aussi. Et ces gens-là, ayant un problème avec le lien humain, trouvant que le lien humain est particulièrement pénible, compliqué à établir, etc., ont tendance à travailler sur des outils de distanciation sociale. Vous êtes dans votre techno-cocon, chez vous ou sur votre smartphone, et vous communiquez à distance par interface interposée. Et pour eux, finalement, c'est l'idéal. Et ce qu'on m'avait vendu là-bas, quand ça sortait du Covid en 2022, c'était les métavers. Les métavers, c'était de dire vivre un concert de musique rock, admettons, dans votre techno-cocon, c'est-à-dire chez vous, dans votre chambre, avec un casque de réalité virtuelle, avec le son spatialisé. C'est beaucoup plus intéressant que de le vivre en vrai, dans une salle de concert, où vous allez vous mettre des coups d'épaule, où les gens y suent, où le son il vous traverse, il vous bouscule, etc. Pour moi, l'intérêt d'un concert de rock, c'est précisément ça. Voilà. Mais pour eux, le vivre avec une bonne qualité de son chez eux, sans avoir la bousculade, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, voilà, sur ce monde-là qui veulent... ce qui fait que très souvent, ils créent des applis pour des choses qui devraient se passer en direct. Et nous, pays latins, on a un peu de mal à accepter et à apprécier ça. Regardez, par exemple, sur le livre, à quel point les tablettes aux États-Unis sont extrêmement utilisées pour lire des livres. En France, je ne sais pas comment c'est en Italie, mais il y a peut-être 5% des gens qui lisent sur tablette. On continue à aimer le papier, le poids du livre, le marqué, le cornet, toute la géographie mentale, parce que tu as coché des choses sur certaines pages et tout ça. Et ben moi, je ne pourrais pas le faire sur tablette et j'ai besoin du livre pour le faire. Ouais. Mais donc, c'est pas neutre. Voilà. Le pouvoir qui fait ça n'est pas neutre du tout. Et il y a des... D'un certain point de vue, on peut dire qu'il y a cette hypertrophie de la surveillance. À propos de Facebook, à propos de Meta, vous dites que c'est l'idéologie de la transparence. Oui, mais monodirectionnelle, c'est-à-dire l'usager est transparent vis-à-vis de Meta, mais moi, je ne suis pas transparent et visible, comme vous l'avez dit. Donc, c'est une interprétation du pouvoir à la Bentham, n'est-ce pas? Ou comme Foucault. Le panoptique de Bentham, c'est-à-dire qu'on a un gardien au centre de la tour qui peut regarder dans chacune des cellules sans que les prisonniers dans la cellule ne sachent s'ils sont regardés ou pas. Et c'est ça qui est très important, c'est ce que dit Foucault, c'est le fait du « au cas où ». Comme je ne sais pas si je suis regardé, je vais me comporter comme si j'étais regardé. Voilà. Et aujourd'hui, ben voilà, on sait, on est des producteurs de traces. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme numériquement, la moindre série qu'on regarde, le moindre jeu auquel on joue, produit de la trace. Ces traces, vous le savez, sont utilisées
data minés, corrélés, produisent des modèles et des profils. Et à partir de ces profils, évidemment, on vous suggère les services et les produits dont vous êtes censé avoir besoin. Et les gens sont heureux de ça. C'est ça qui est intéressant. C'est les gens qui se révoltent contre ça ou qui disent « Ouh là là, mais c'est quand même dangereux » ou « ça peut être dangereux » sont très rares. Parce que les gens n'ont pas envie de faire l'effort d'accorder de l'attention à des choses complexes, de synthétiser. Si on t'envoie exactement le produit ou le service dont tu as besoin directement, ben on te soulage en réalité. Et dans une économie de l'attention qui est saturée de sollicitations, c'est finalement très pratique. Sauf qu'arrivent des gouvernements qui sont d'extrême droite, et beaucoup en Europe, et à ce moment-là, on commence à se rendre compte que les profils qu'on peut faire de la population peuvent être extrêmement dangereux pour nous. Vous êtes homosexuel, ça peut poser problème à un moment donné, quoi. Vous êtes juif, vous êtes arabe. En France, si vous êtes islamiste ou arabe, déjà, vous êtes suspect dès le départ. Et tu peux très bien imaginer ce qu'un gouvernement de Marine Le Pen pourra faire en disposant de ces fichiers. Donc, on a un peu la naïveté de croire que ce monde, qui est un monde de multinationales, donc fondé sur le capitalisme et sur l'utilisation des traces pour des raisons capitalistes, ne peut pas aussi être utilisé, évidemment, pour la manipulation des populations, pour des formes de fascisme très profonds, très insidieux. Je veux dire, on le sait, hein, l'Allemagne nazie, ils auraient disposé des technologies actuelles, ils auraient fait des rafles de juifs en une fraction de seconde. Avec une IA, aujourd'hui, vous appuyez et vous avez tous les juifs de France, quoi. Voilà, donc il faut quand même se rendre compte de ce que ça produirait. Mais on reste très naïf, très soumis. Voilà, c'est très en servitude volontaire, quoi. Voilà. E qui a un certo Oui. Alors, quel est notre comportement? Comment pouvons-nous nous sauver? Comment peut-on aller de l'avant? Eh bien, l'une des rencontres que l'on peut faire dans la vallée du Silicium, c'est la rencontre avec un programmeur, un codeur, quelqu'un que Damasio connaissait depuis longtemps et qui est là depuis des décennies, n'est-ce pas? Il est devenu un grand codeur, une sorte d'artiste de la programmation informatique, une sorte d'artisan, n'est-ce pas, des programmes informatiques. À un moment donné, on dit que il est un artiste, il est un artisan parce qu'il est capable de bien manier et manipuler la matière. Finalement, c'est l'élément clé. Donc, face au grand pouvoir de la technologie, devant la grande organisation de la société, eh bien, le fait de connaître la technologie, de la manipuler, de la concevoir, ça devient la porte d'entrée pour une construction positive qui n'est pas à la portée de tout le monde, comme le dit Alain Damasio, n'est-ce pas? Cette rencontre, elle m'a beaucoup plu parce qu'elle m'a montré un rapport idéal à la technologie. Voilà. Elle m'a montré le rapport qu'on devrait tous avoir avec la technologie, si tant est qu'on en est capable. Cette personne, elle utilise donc ce qu'ils appellent des bots, c'est-à-dire des robots, des chatbots, des robots de conversation. Elle fait sa revue de presse elle-même chaque matin en ayant programmé ses IA pour ça. Elle sait parfaitement manipuler et comprendre comment fonctionnent les IA génératives, etc. Et elle a même travaillé, c'est quelqu'un de très humaniste, elle a travaillé pour comprendre comment l'extrême droite américaine, les suprémacistes, avaient pu mettre en place l'attaque du Capitole, comment ils avaient avalé les réseaux sociaux, manipulé les réseaux sociaux pour ça. Ils travaillent, par exemple, pour les entreprises pour essayer de juger ou d'élaborer des systèmes d'évaluation du sexisme ou du racisme dans différentes entreprises et d'y parer. Donc c'est quelqu'un qui utilise les choses et la technologie de façon très, très positive, très, très progressiste. Mais il est évident que des gens de sa capacité, des gens de son niveau, des gens de sa compétence, il y en a très peu. Et c'est l'énorme problème qu'on a avec les IA qui arrivent, c'est l'énorme problème qu'on a même avec les applis aujourd'hui, c'est que 99% des gens ne savent pas comment ça marche, ne savent pas non plus les transformer, les paramétrer, se les approprier. Moi, je suis très attaché à l'idéologie qu'on appelle low-tech, low technology. Pourquoi? Parce que c'est l'idée, le low-tech, c'est l'idée qu'on peut se réapproprier les machines, les applis, les logiciels, les modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on comprend comment ça marche, on peut les bricoler, on peut les réparer, on peut les transformer, on peut les mettre à notre service. Voilà.
Ça, c'est extrêmement important. Or, la plupart de ce qu'on utilise, et par exemple, si vous utilisez du matériel Apple, c'est particulièrement frappant. Le matériel Apple, il vous rend ce qu'on appelle hétéronome, c'est-à-dire il vous rend incapable d'avoir une autonomie sur le fonctionnement. Voilà. Votre tablette, elle ne marche pas, vous ne pouvez rien faire. Votre iPhone, il s'éteint, vous ne pouvez rien faire. Quand on prenait Ivan Illich, on pourra en parler, qui est ce penseur français assez incroyable, il disait, vous prenez un vélo, la chaîne, elle saute, vous prenez la chaîne, vous la remettez, vous comprenez comment ça marche. Si vous avez un problème de frein, vous touchez le patin, vous le remettez et ça fonctionne. Donc il y a une espèce de compréhension et d'appropriation possible du vélo et de réparation possible. Aujourd'hui, on n'utilise que des technologies qui ne permettent pas ça, donc qui ont complètement coupé notre capacité d'autonomie. C'est renforcé en plus par un travail, et ça il faut le dire, sans être conspirationniste ou je ne sais pas quoi, c'est juste du pragmatique capitaliste. C'est que toutes les applis qu'ils ont mis en place, je vous prends par exemple Instagram, sont construites pour maximiser la dépendance à la plateforme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis en place des laboratoires de design comportemental, il y en a à Stanford, on apprend ça à Stanford, pour utiliser les biais psychologiques des gens, pour utiliser les biais comportementaux des gens, pour utiliser les instincts de facilité des gens, les pulsions, etc. Donc ils ont utilisé des behavioristes, des comportementalistes, des psychologues, des psychiatres, etc., des sociologues, pour mettre en place une dépendance optimisée à la plateforme. Parce que plus vous passez de temps sur Instagram, plus effectivement ça permet d'introduire des publicités et plus effectivement le modèle économique devient performant. Donc ça veut dire que l'aliénation qu'on a à ces outils, que moi j'appelle auto-aliénation, parce que personne nous met un fusil sur la tête pour dire utilise Instagram, utilise WhatsApp, utilise... L'auto-aliénation qui s'est mise en place, elle est en partie poussée par un nouveau système de gouvernementalité qui s'appelle le nudge. Le nudge, c'est le coup de pouce. On vous pousse, on vous incite, on met en place des systèmes très doux pour vous inciter à faire telle ou telle chose. Le nudge est la nouvelle façon de diriger les gens, de conduire la conduite des gens, pour parler comme Michel Foucault. Et ça, ce travail sur la dépendance, cette maximisation de la dépendance, c'est quand même quelque chose qu'on doit affronter au quotidien. Et c'est un vrai souci qu'on a. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et quand j'ai rencontré Grégory Renard, ce programmeur, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas auto-aliéné, qui n'avait pas d'auto-addiction, mais qui utilisait les outils justes pour les besoins qu'il en avait, ni plus ni moins, et qui savait les laisser de côté quand il n'en avait pas besoin. Et ça, c'était magnifique. Voilà, c'était magnifique. Et je me suis dit, bon, c'est vers ça qu'on doit aller, quoi. C'est vers ça. Et lui, son rapport à l'IA, c'était vraiment un rapport à une intelligence amie, c'est-à-dire ni complexe de supériorité. Il ne considérait pas que l'IA était un pur outil. Ce n'est pas un marteau avec lequel tu tapes sur un clou. Il disait, l'IA, c'est à l'interlocuteur en tant que tel. C'est une machine de langage. Donc, vous allez lui prêter par animisme, vous allez lui traiter une personnalité, vous allez lui prêter une existence, un être. Ces créatures, vous allez en faire ces créations, vous allez en faire des créatures. Et il faut l'accepter. Il sait parfaitement qu'une IA, c'est de la simulation, qu'elle simule l'empathie, qu'elle simule l'intelligence, que tout est simulé. Mais, il dit, c'est quand même un système d'interlocution, c'est quand même un système de conversation possible. Et lui, il apprend des choses à son IA lui apprend des choses aussi. Il la formate, il la paramètre, il lui parle, il la met en contexte pour qu'elle lui sorte les informations ou les idées dont il a vraiment besoin. Et inversement, il sait que l'IA le fait réfléchir, le provoque, le perturbe des fois, mais que c'est un vrai rapport, j'ai envie de dire, horizontal. Voilà. Et ça, c'est super intéressant, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est soit on est terrorisé par l'IA en se disant elle va nous remplacer, il faut en avoir peur, il ne faut surtout pas y toucher, machin. Et si vous faites ça, vous allez vivre dans un monde où tout le monde va utiliser l'IA sauf vous. Soit vous êtes là toujours à dire je vais contrôler l'IA. Tu vois, c'était ce que disait Illich. Il disait à un moment donné laissez-vous pas contrôler par vos outils, contrôlez vos outils. Mais c'est plus comme ça, on est dans des machines-mondes, tout est connecté, on est à l'intérieur d'une machine-monde dont fait partie l'IA. Et dans cette machine-monde, vous êtes inséré dans quelque chose. Donc, c'est plus que vous ne pouvez plus faire comme si je vais utiliser l'outil, pas utiliser l'outil. C'est pas un marteau,
c'est autour de vous, c'est votre biotope, c'est votre écosystème. Vous êtes à l'intérieur d'un écosystème extrêmement interdépendant et donc il va falloir apprendre à vivre et à trouver un art de vivre dans cet écosystème. C'est plus possible de dire bah, je prends le marteau, je tape sur le clou, je ne le prends pas. On n'en est plus là du tout, quoi. Voilà. Et c'est un rapport quasiment de personne à personne. Donc quand les gens ils me parlent de l'IA, moi je leur dis c'est exactement les mêmes. Ça va être aussi complexe le rapport à l'IA que le rapport avec n'importe quel proche. Voilà, avec votre femme, avec votre mère, avec votre frère, etc. Le rapport, il va être aussi complexe, aussi ambigu, aussi dérangeant. C'est-à-dire que si vous soumettez trop à l'IA, c'est l'IA qui effectivement va prendre de fait avec bienveillance le lead et va vous induire à faire telle ou telle chose. Si vous êtes dans un rapport très très vertical sur l'IA, vous aurez un rapport très pauvre de maître à esclave avec l'IA et ça va rien vous apporter. Donc il faut accepter cette complexité, il faut accepter que voilà, nos créations sont devenues des créatures, et sans être dans un espèce de mystique de l'IA. Il n'y a pas de mystique, ça reste une machine de langage, ça reste de la programmation, ça reste de la simulation. Mais cette simulation est de tellement haut niveau aujourd'hui qu'elle peut vous servir à progresser, à grandir, à créer, à imaginer et avoir des rapports intéressants avec ce qui n'est pourtant qu'une machine. Et c'est dur pour nous d'accepter ça. Voilà. On parlera de la position de l'être humain par rapport à l'IA, la machine, et par rapport au monde animal, parce qu'il se passe quelque chose de très fort sur la place de l'homme dans le monde aujourd'hui, je trouve, par rapport à ça. On a vraiment une faille narcissique à combler. Ouais. Ci avviciniamo al momento in cui chiediamo. Maintenant, c'est à vous de poser des questions si vous le souhaitez. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Qui est-ce qui utilise normalement ChatGPT dans votre travail, dans votre vie quotidienne? Levez la main, s'il vous plaît. E quindi chi usa. Bon. Et qui est-ce qui utilise l'IA en général? Les mêmes personnes, parce que en réalité, l'IA gouverne, pilote les réseaux sociaux, et donc je pense que vous tous l'utilisez. Mais elle est tellement significative qu'elle a fait que nous sommes convaincus. Ce n'est plus un marteau, ce n'est plus un outil qui a sa fonction. Non, c'est un système. Et comme de même qu'Alain Damasio a cité Illich, dans un système, l'usager est parti, l'utilisateur est parti, fait partie du système. Ça change pas mal de choses. Et pour l'interpréter, il y a une très belle phrase que dit notre programmeur dont nous parlions à l'instant. Contemporain de son temps. Et questo. On n'est jamais le contemporain de son temps. C'est extraordinaire parce que cela signifie que nous sommes toujours en retard, parce que nous avons une préparation qui repose sur l'expérience du passé. Le présent est toujours plus en avant que nous, mais un artiste, par exemple, un homme de lettres, quelqu'un qui écrit des livres, est un explorateur de monde de possibilités. C'est ma dernière question. L'écrivain est-il un chercheur avec sa propre méthode? Est-ce que l'écrivain nous offre le fruit de sa recherche, une recherche qui concerne les perspectives avec lesquelles nous envisageons notre vie? Un écrivain de science-fiction le fait de manière encore plus explicite. Il le fait sans se cacher, exactement comme il le dit. Et en fait, cela a été une méthode de recherche sur le futur que des instituts ont adopté. L'Institute for the Future de la Californie et de la vallée du Silicium a appelé des écrivains de science-fiction pour raconter ce qui va se passer à l'avenir. Je serai bref. À un moment donné, il y a une histoire, tant aussi bien qu'on se pose la question de savoir ce qui va se passer avec une puce dans le cerveau. Et un collègue de Alain raconte ce monde où on ne peut pas vivre sans cette puce dans le cerveau, parce que la compétitivité impose ce chip. Les riches installent ce chip dans leur cerveau. Les pauvres n'ont pas l'argent pour acheter
achètent la puce avec la publicité et pas la version sans publicité parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Je pense qu'en tant qu'auteur de science-fiction, on a un rôle. Alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais on a un rôle central dans ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? On croit que la science-fiction, c'est les vaisseaux spatiaux, c'est les androïdes, c'est la conquête des planètes, etc. En réalité, la science-fiction, elle pose une question très simple, c'est qu'est-ce que la technologie fait à l'homme, fait à l'être humain? Voilà. Qu'est-ce que la technologie nous fait? C'est-à-dire, en quoi la technologie aujourd'hui, et là je parle des technologies numériques, des technologies quotidiennes, du smartphone, en quoi ces technologies-là bouleversent, perturbent, retournent, transforment le rapport qu'on a au monde, ça c'est très important, au cosmos, au vivant, à la nature, le rapport qu'on a aux autres, d'accord, donc les rapports sociaux, et le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que la technologie, elle a totalement bouleversé la façon dont on vit nos liens à nous-mêmes. Et notamment, si vous prenez aujourd'hui les adolescents, ils se construisent beaucoup plus par des jeux vidéo, par les réseaux sociaux, par l'utilisation des applis, par tout l'ensemble des technologies qu'ils ont autour d'eux, que parce que leurs parents leur disent, ou même que parce que l'école leur dit. Donc pour moi, on n'en a pas parlé, mais l'enjeu éducatif, il est majeur sur les nouvelles technologies. La première façon de retrouver une société libre ou libérée de l'auto-aliénation et de l'auto-addiction, ça serait de considérer que l'éducation numérique est centrale dans le système scolaire. Voilà. Moi, j'en veux beaucoup, et je le dis des fois à des Gabriel Attal, j'en veux beaucoup à des ministres de l'Éducation en France qui arrivent et qui n'ont pas l'évidence de se dire « je dois, à côté des maths et du français, mettre en place une éducation au numérique qui est beaucoup plus importante même qu'une éducation civique. » Les gamins dans la cour, ils sont constamment sur les smartphones, tout est modifié pour eux. Leur rapport amoureux, leur rapport amicaux, les liens avec les autres, les liens avec la nature, etc. Tout est modifié par ce rapport au numérique. Donc, éduquons-les. Éduquons-les comme Grégory Renard a utilisé ces outils, à les comprendre, à savoir s'en débarrasser, à savoir déconnecter à certains moments. Éduquons-les à un art de vivre avec ces technologies. À quel moment je dois me connecter, à quel moment je me déconnecte, à quel moment, combien de temps d'écran je dois supporter par jour, quels types d'applis sont utiles et riches pour moi, quels types d'applis sont catastrophiques à cause d'enjeux psychologiques personnels. Voilà, il y a des jeux vidéo qui sont extraordinaires. Moi, j'ai monté un studio de jeux vidéo, donc je sais qu'il y a des jeux vidéo qui sont incroyables pour développer la spatialisation, pour développer l'imagination, pour développer des systèmes de résolution d'énigmes qui sont fantastiques pour ça. Et il y a des jeux vidéo qui sont une catastrophe parce qu'ils fonctionnent sur des boucles de dopamine qui vous mettent dans des systèmes de rétribution-récompense qui en plus sont décroissants et qui vous piègent dans une dépendance dingue. Donc il faut éduquer vraiment les enfants et même les adultes, c'est-à-dire qu'il faudrait que les enfants des fois éduquent les adultes sur le numérique, il faudrait qu'il y ait des associations qui existent d'éducation numérique, il faudrait que l'éducation nationale fasse son travail là-dessus, et pour moi vraiment tu as maths français ou maths italien et puis éducation numérique. C'est incroyable, et quand tu parlais de dire on n'est pas les contemporains de notre présent, les ministres de l'Éducation n'ont rien compris à l'enjeu fondamental d'aujourd'hui, qui est d'éduquer tout le monde et tous les enfants à ces rapports-là. Et tu ne peux pas faire un citoyen émancipé si tu ne sais pas comment gérer correctement les réseaux sociaux, les applis, les plateformes, les jeux vidéo et tout cet empire du numérique. Voilà. Et ce n'est pas être technocritique ou technophobe, c'est juste dire c'est notre monde et il y a un art de vivre à trouver. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, c'est catastrophique. Et il y avait une autre question, ça y est, le problème c'est que j'oublie après les questions. Et tu m'avais demandé sur... La méthode de science-fiction. Oui, voilà, sur le statut de l'écrivain de science-fiction. Alors, moi, je pense qu'on est au cœur du problème. Voilà, on est au cœur des enjeux actuels parce que nous, écrivains de science-fiction, notre boulot, c'est d'interroger ce que la technologie nous fait. Voilà. Donc ça, c'est mon boulot. Voilà, c'est mon boulot en tant qu'écrivain et c'est le boulot de tous les écrivains de science-fiction. Donc, c'est pas la hard science-fiction qui compte, c'est la soft science-fiction. C'est la science-fiction de sciences humaines. C'est la science-fiction anthropologique, c'est la science-fiction psychologique, c'est la science-fiction sociologique, philosophique. C'est pas d'imaginer le prochain vaisseau spatial ou les prochains drones. Ça, on s'en fout. C'est des trucs de geek. C'est sans intérêt. Voilà. Mais par contre, comprendre ce que la technologie est en train de nous faire, ça, c'est notre boulot. Et on se place dans un champ qui est
un combat des imaginaires. Apple développe des clips, développe des rêves, développe des envies chez les gens qui appartiennent au champ de l'imaginaire. Elon Musk, c'est une fantastique machine à générer des imaginaires, à dire aux gens, on va conquérir Mars, on va développer des colonies dans l'espace, on va devenir transhumain, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité d'avoir le cerveau augmenté par des barrettes de mémoire, par des implants neuronaux, etc. Tout cet imaginaire de dire l'être humain tel qu'il est insuffisant, il faut l'augmenter technologiquement, ça, c'est un imaginaire que défend, par exemple, la Silicon Valley. Nous, on est là et on développe d'autres imaginaires, des imaginaires alternatifs. On donne, moi j'adore dire ça, l'écrivain de science-fiction, il donne du possible au réel. Le réel, il nous est imposé, le réel, on le subit, le réel, c'est ce qu'on vit au quotidien. Nous, on est là pour dire, il y a d'autres possibles, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de vivre ensemble, il y a d'autres façons de vivre dans la ville, il y a d'autres architectures possibles, il y a d'autres rapports humains possibles. Et donc, on va chercher dans l'anthropologie beaucoup de choses aussi qui sont précieuses. Donc, on s'inscrit dans ce champ des imaginaires et notre importance, je trouve qu'elle est grande là-dessus pour justement éviter que ça se referme. Voilà. Éviter que l'IA générative nous referme sur un monde où on va faire des complexes d'infériorité vis-à-vis de l'IA et que tout ce que l'IA nous dira, on finira par l'adopter. Exactement, je ne sais pas si vous voyez les gens, comment ils utilisent Waze ou tous les mécanismes de GPS. C'est toujours incroyable. C'est-à-dire quand tu connais une ville et machin, tu te rends compte que le logiciel, il n'optimise pas en réalité les déplacements. Mais le complexe d'infériorité que tu fais par rapport à ce logiciel finit par te faire croire qu'il a toujours la meilleure solution. Et c'est parce que tu te positionnes comme bête par rapport à ces formes d'intelligence, et c'est ce que disait Jaron Lanier, que j'ai rencontré aux États-Unis. Il disait le problème de l'intelligence artificielle, le premier problème, c'est que les êtres humains se positionnent comme bêtes et avec un complexe d'infériorité par rapport à ce que l'intelligence dit. Tant qu'on en sera là, tant qu'on n'aura pas le rapport de Grégory Renard, un rapport d'égalité avec l'IA, ça va être catastrophique. Voilà, donc en SF, on a ça. Et dernière chose que je voulais dire, et puis après on vous laissera la parole, c'est que c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui parce que l'ASF, la science-fiction, a toujours posé la question de la place de l'homme dans le monde et de la spécificité de l'homme dans le monde. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'Homo sapiens, de l'être humain? Et elle l'a toujours posé cette question en se mettant en regard vis-à-vis de deux choses. La première, c'est les machines, les IA, et l'autre, c'est le vivant, les animaux. Qu'est-ce qui fait notre différence avec les animaux? Qu'est-ce qui fait notre spécificité vis-à-vis des animaux? Pendant très longtemps, on a dit c'est le rire, et puis on s'est rendu compte que les animaux savaient rire. À un moment donné, on a dit c'est la création. Nous, on peut créer, les animaux, ils ne peuvent pas créer. Et puis on a commencé à étudier l'ornithologie, on a commencé à regarder, par exemple, le chant des oiseaux, on s'est rendu compte que les oiseaux aussi créaient. Puis après, on a dit oui, mais les animaux, ils ne sont pas capables de spiritualité. Et puis là, il y a des chercheurs indiens qui ont fait une étude qui, moi, m'a bouleversé, qui montre que les éléphants, notamment, quand un éléphanteau meurt, ont des rituels pour les enterrer, ont des rituels collectifs, ils tournent autour de l'éléphanteau mort, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience de la mort de l'éléphanteau, ils ont une spiritualité par rapport à... Donc finalement, tout ce qui nous différenciait de l'animal, toute la place qu'on pensait prendre et qui nous paraissait très vaste et qui nous dissociait du monde animal, elle se réduit. Et elle se réduit parce que l'éthologie, parce que l'étude du comportement animal devient de plus en plus précise, quoi. Et de l'autre côté, c'était pareil, on se disait, ouais, ok, mais les animaux, ils sont gentils, ils ont de l'empathie, c'est vrai, ils ont de la spiritualité, c'est vrai, ils peuvent créer, c'est vrai, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ils ne savent pas manier le langage avec la virtuosité et le brio avec lequel nous, on le manipule, et ils ne le sauront jamais. Et c'est ça notre place. Oui, mais tu te retournes de l'autre côté vers les machines et l'IA, et tu te rends compte que les machines de langage aujourd'hui, j'en ai testé encore très récemment, sont quasiment capables de faire la même chose qu'un être humain aujourd'hui, et que ça va encore s'améliorer. Ce qui fait que la place qu'on avait du côté du champ du langage, elle est en train de se réduire. Donc on est des êtres humains comme ça, où d'un côté l'animal il fait quasiment la même chose que nous en vrai, et de l'autre côté la machine elle fait aussi quasiment, elle bloque l'autre passage. Et du coup on se dit mais c'est quoi la spécificité de l'être humain et comment on vit par rapport à ça? Et la science-fiction s'est posé cette question-là. Voilà, c'est tout. Ebbene, ora se volete... Si vous le souhaitez, si vous avez des curiosités, si vous avez des commentaires à faire,
Bien sûr, l'intelligence artificielle, on en parle au quotidien et elle commence. L'IA fait la une, on ne cesse pas d'en parler et sans doute cela veut dire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous en parlons avec quelqu'un qui l'imagine en suivant une méthode, comme nous venons de le voir, une méthode littéraire précise, en ce sens, une science humaine qui a ses capacités, ses outils et ses possibilités. Donc, si vous n'avez pas la première question, passez à la deuxième question. 1, 2, 3. Y a-t-il un micro-baladeur? Voilà, et une autre question. Je suis là, je ne suis pas virtuel. Bonjour. Merci tout d'abord pour cet entretien magnifique. Merci, Monsieur Damasio, très intéressant. En parlant de votre constat du puritanisme, de la suprématie blanche de Silicon Valley, est-ce que cela ne va pas à l'encontre du fait qu'à la tête de Google, il y a un Indien, et que le chef de Apple est homosexuel et que l'associée principale femme de Mark Zuckerberg est asiatique? Merci. Oui, mais ça change absolument pas le problème. Tu peux avoir des exceptions, effectivement. Il y a beaucoup d'Indiens, par exemple, qui sont dans la Silicon Valley. Il y a beaucoup de Chinois aussi. Et ils sont obligés de faire même des quotas pour qu'il n'y ait pas plus de Chinois dans les universités américaines. C'est-à-dire que pour qu'un Américain accède à l'université à Harvard, par exemple, il a besoin de beaucoup moins de points qu'un Chinois, tellement il y a de présence. Maintenant, ce n'est pas l'exception qui fait la règle. Et ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue, je dirais juste sociologique, c'est que tous les gens que vous voyez dans les comment on appelle ça, dans les camping-cars, dans les contre-allées de la Silicon Valley, sont toujours des hispaniques ou des noirs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le salaire moyen à la Silicon Valley, il est de $15 000 par mois. C'est quand même délirant. Donc, les appartements et les maisons, il faut énormément d'argent pour pouvoir simplement les louer. Et les gens qui gagnent un salaire normal, on va dire un SMIC là-bas, n'ont pas les moyens de se loger dans la Silicon. Donc vivent dans leur camping-car ou dans leur voiture sur le... Et ça, c'est un fait. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait des Indiens, effectivement, ou que tu vas trouver peut-être des fois un black à la tête ou dans un service important. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des Noirs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais des Indiens, oui, t'en trouves, c'est vrai. Et puis évidemment, des femmes, hein, puisqu'il y a peut-être 10 à 20% de femmes. Mais quand même, sur les postes de pouvoir, les grandes figures, ça reste des hommes, hein, malheureusement, sur le... Bene, forse ne raccogliamo. Bon, on va peut-être prendre encore 2 ou 3 questions. Il y en a 3 là. Je ne vois pas le micro, mais bon. Donc, 1, 2, 3, au fond. Voilà, déjà 3 questions. Je suis encore assez jeune, je suis qu'en 5e et on n'est pas encore au point où dans l'éducation on utilise beaucoup les IA et tous ces appareils électroniques. On travaille encore beaucoup sur papier et les devoirs sont encore sur papier, mais ça commence déjà à poser un problème aux professeurs. Il y a récemment ma professeure de français, mon professeur d'anglais qui ont dit non, moi je ne demande plus de faire d'exposé parce que récemment il y a tel élève qui a triché, qui est allé demander à une IA de le faire à sa place. Donc il demandait de faire des exposés sur place, mais du coup lui il perd du temps de cours à lui et du coup les profs eux-mêmes s'inquiètent pour leur propre éducation. Mais donc, moi aussi, je commence un peu à stresser. Je me dis, quand je rentrerai au lycée, donc dans 3-4 ans, comment ce sera? Combien ça aura changé et où est-ce que sera l'éducation? Est-ce que j'apprendrai quand même toujours avec un professeur? Est-ce qu'il y aura tout au tableau? Est-ce qu'il n'y aura plus que des évaluations écrites et plus aucun devoir à la maison? Voilà.
C'est superbe, très très belle question. Ça révolutionne complètement la façon d'éduquer et c'est clair qu'il va falloir que les professeurs bouleversent complètement leur méthode. Moi, c'est marrant parce que ma femme est prof de français et j'ai beaucoup discuté de ça aussi avec elle. Et elle disait quelque chose de très beau. Elle disait il faut qu'on soit capable de sortir des notions d'efficacité et de notes et qu'on retourne à la notion du plaisir d'apprendre. Et de faire sentir aux élèves qu'est-ce que c'est que ce plaisir d'apprendre, de découvrir, de devenir un peu plus vaste, un peu plus riche, parce qu'on a appris quelque chose. Et travailler sur la notion de plaisir plutôt que d'efficacité. Parce que si on est sur l'efficacité, l'IA il fera beaucoup mieux que n'importe quel adolescent quand il travaille sur un exposé. Et si on est là-dessus, on est mort, j'ai envie de dire. Et la deuxième chose, c'est que on le sait, quand on a eu des très bons profs, et quand on s'en souvient, ce qui crée souvent l'envie d'apprendre, c'est le lien, c'est la relation que tu as avec ton professeur. C'est la relation affective que tu as avec ton professeur. Quand cette relation, elle est forte, elle est riche, quand quelque chose de très humain se passe entre toi et ta prof ou toi et ton prof, tout d'un coup, tu as envie d'apprendre, tu as envie d'aller plus loin. Et c'est ça qu'une IA aura du mal à restituer, c'est ce rapport, j'ai envie de dire, physique, viscéral, affectif, très humain. Par exemple, on a une capacité à lire les visages qui est incroyable et on sent quand quelqu'un est content de nous voir ou quand quelqu'un nous encourage. Et c'est là-dessus qu'il va falloir insister. Donc l'éducation de demain, elle sera d'autant plus humaine, d'autant plus sur la relation professeur-élève et beaucoup plus sur le plaisir. Sinon, c'est l'IA qui peut remplacer n'importe quel prof, puisque c'est pour juste communiquer du savoir et de l'information. On n'a même plus besoin des profs, l'IA le fait très bien, ça, tu vois. Donc c'est le rapport humain qui va faire la différence, pour moi. Monsieur, ici. Je me demande quand est-ce que vous avez été dans cette visite il y a 2 ans. Ah oui, on le voit. Ça se remarque. Et alors, je ferai une remarque adaptée au moment. Est-ce que vous avez jamais... Il y a à Palo Alto et dans la Silicon Valley en général, 60 000 personnes qui couchent dans la rue, homeless. Il y a quand même des différences entre eux. Parce que le homeless de l'ensemble de Silicon Valley a normalement un chariot volé dans un supermarché. Et la nuit, lorsqu'il dort, il renverse ce chariot et il met la tête dedans. Pourquoi? Pour éviter que d'autres malheureux comme lui volent. Cela, on ne le voit pas nulle part. On le voit nulle part. Si vous allez à Berkeley, vous remarquez que les sans domicile fixe demandent l'aumône, chose qui n'arrive pas dans le reste de Silicon Valley. On imagine que Silicon Valley, Berkeley étant considéré un endroit d'intellectuels, ils sont plus humains. C'est la seule explication possible. Mais donc il y a des différences, il y a des bagarres épouvantables entre les gens sans domicile fixe et les propriétaires de voitures de luxe parce qu'ils protestent parce qu'ils abîment les voitures parfois, okay? Surtout quand ils se font écraser. Okay? Mais la plupart, 3/4 des 60 000 homeless de Silicon Valley sont blancs. Si vous allez à Los Angeles, 90% sont noirs. Et ces blancs sont souvent des jeunes gens, plutôt des hommes, avec les cheveux blonds frisés, et qu'en même temps, à la gare de Palo Alto, il y a 5 fois plus de suicides de jeunes que dans aucune gare des États-Unis.
Merci, Ok. monsieur. Merci, c'est très clair. Attendez, non, ça affaire ça affaire à quelque chose. Que Silicon Valley a un attrait sur des gens qui se font des illusions de devenir Bill Gates, et qui est devenu une terrible machine à tromper les gens. Mais ça, c'est quand même un phénomène qui a à faire avec d'avant, avant de 10 ans, parce qu'avant qu'apparaisse l'intelligence artificielle comme open, comme l'accès libre aux gens qui vont sur Internet. Maintenant, les choses ont changé. Le phénomène qu'on remarque le plus est que les gens ont le visage comme dirait Lamartine, objet inanimé. Avez-vous donc une âme? Okay. Mais, et là, le sentiment prévalent est la peur de l'intelligence artificielle, et la peur de l'avenir, la peur de la technologie, et une guerre farouche pour s'en emparer, parce qu'on le voit comme un instrument de domination sur les autres. Si vous avez vu, OpenAI a explosé. Tout le monde est parti, tous. Chacun pour soi. C'est la guerre de tous contre tous. Mais lui, il était en Amérique avant le début de ChatGPT. Oui, en effet, lui, il a parlé de l'intelligence artificielle un petit peu, parce que vous avez effleuré Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de fois... De la générale, vous avez Monsieur, pas... Okay. Monsieur, merci. J'ai rencontré beaucoup de fois Bill Gates. Il m'a dit une fois, c'était le début du web. Alors, je sors de cet restaurant et une personne pauvre m'aborde et me dit, vous connaissez ma homepage? Et lui commentait, il était homeless, but he had a homepage. Avec l'intelligence artificielle, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La peur, c'est plus important. Mais qu'est-ce que vous commentez avec ça? Et puis, chi c'è ancora che deve parlare? Qui encore souhaite prendre la parole? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Encore 5 questions. Nous avons encore... bon, on dit 4 questions et puis ce sera terminé. 4 questions. De la République démocratique du Congo, et en tant qu'activiste contre la lutte du réchauffement climatique, ma question serait: l'usage de l'intelligence artificielle contribue-t-elle au réchauffement climatique ou c'est ça, c'est un peu ça. Merci. Il y a une réponse très simple. Ça, c'est des chiffres récents. Aujourd'hui, il y a c'est 2% de la consommation énergétique mondiale. Ça paraît rien, mais c'est énorme en fait, 2% par rapport à l'énergie mondiale. Et c'est en train de monter à 4% très vite, parce que toutes les grosses sociétés, c'est-à-dire Google, effectivement, Amazon, Facebook, etc., Apple, sont en train de multiplier par 10 les data centers nécessaires pour faire tourner les IA. Le problème qu'on va avoir, c'est exactement comme le fait de prendre des vidéos de tout et n'importe quoi en permanence, ce qui fait qu'on a besoin de stockages colossaux pour des vidéos, excusez-moi, mais débiles la plupart du temps ou sans intérêt. Et là, on va faire des requêtes à l'IA qui seront très stupides. C'est-à-dire qu'ils nous demanderont, en fait, si on prenait un peu de temps, ça nous demanderait 5 minutes de le faire, et on va le demander à l'IA. On va demander à l'IA, par exemple, de dire « Tiens, j'ai une photo de chaton là, que j'ai fait avec mes nouveaux chatons. Est-ce que tu pourrais mettre un doudou derrière? Je voudrais l'envoyer à ma fille, qu'elle voit le chaton avec le doudou derrière. » C'est chouette, c'est marrant, c'est rigolo, c'est touchant, mais ça consomme une énergie colossale et presque on considère comme gratuite. Or, cette énergie, elle n'est pas gratuite. Donc, effectivement, ça va contribuer à augmenter la consommation énergétique. Et on sait que certains data centers fonctionnent au charbon, fonctionnent au pétrole, etc. Donc voilà. Après, tu peux avoir l'espoir que l'IA permette de trouver des solutions
contre le réchauffement climatique. Ça, c'est ce que vont te vendre Elon Musk et Jeff Bezos et tous ces gens-là, en disant oui, mais grâce à cette technologie, on va pouvoir trouver des solutions. Et c'est possible, tu vois. Mais ça va vraiment être un combat entre, en tout cas très mécaniquement et très simplement et très physiquement. Là, ça passe de 2 à 4% dans les 2 prochaines années. Ouais. Guillaume Pitron, ha fatto questo grande studio. Guillaume Pitron a étudié donc les data centers, donc l'énergie, la consommation énergétique. Ancien professeur de sciences de la vie et de la terre, je suis à la retraite. Voilà. La question que je me pose, c'est avons-nous le temps de maîtriser l'IA ? L'IA avance tellement vite que former des élèves au danger de l'IA, ça prend un temps fou. Et je pense que c'est incompatible avec le maintien du pouvoir. Je pense que pour garder le pouvoir, il ne faut pas éduquer. Donc il y a un peu une antinomie entre... effectivement, il faut maîtriser l'IA parce que c'est un danger, mais en même temps, l'IA va tellement vite. Je pense que dans la Silicon Valley, ce sont essentiellement des autistes qui font tous ces programmes pour se retrouver finalement tout seul dans son cocon et se satisfaire en fait de ces belles performances informatiques. Mais je ne crois pas en fait qu'on va avoir vraiment le temps de maîtriser. C'est ça le danger. Oui, évidemment, tu pointes un problème massif. Moi, en tout réalisme, je ne crois pas que l'éducation nationale ira assez vite pour faire ce que je ferais, moi, si j'étais ministre de l'Éducation. Et peut-être que tout l'appareil de l'éducation nationale résisterait, à commencer par les professeurs, on ne sait pas, tu vois. Mais moi, je crois à la capacité de la société civile à réagir. Voilà. Je pense que des associations, des groupes, des ONG doivent se mettre très rapidement en place pour jouer ce rôle d'éducation pour les gens. Voilà. J'ai du mal à croire que l'éducation nationale pourra le faire assez vite. Mais par contre, la réactivité de groupes militants, d'organisations non gouvernementales, d'associations de taille importante, j'ai vu ça en Suisse, des gens qui travaillaient déjà un peu là-dessus, ça peut permettre, j'espère en tout cas, de garder l'espoir, qu'on éduque les gens. Parce que sinon, on va avoir une citoyenneté qui sera effectivement, pour moi, aliénée. Hein, c'est tout simplement... Hein. Les lanceurs d'alerte, les lanceurs d'alerte, on les empêche de maîtriser autrement le progrès. Donc ceux qui voudront maîtriser, on va peut-être les en empêcher. Ouais. Et ce qui est terrifiant, c'est de savoir que beaucoup de cadres supérieurs de la Silicon Valley, c'est connu maintenant, interdisent à leurs enfants de toucher un écran avant 10 ans, avant 12 ans, avant 15 ans. C'est-à-dire, leur interdisent d'utiliser les applis qui vendent de par le monde parce qu'ils savent très bien la structure de dépendance neurologique que ça crée. Et ça, c'est particulièrement ignoble comme chose, et je trouve qu'on devrait beaucoup plus en parler. Quoi. Lo ha detto Steve Jobs in un... Steve Jobs, dans une interview, a dit que ses enfants ne pouvaient pas utiliser l'iPad. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite poser des questions? Et puis, nous n'avons plus de temps, je regrette. Peut-être nous n'aurons pas le temps de vous donner la parole. Donner la parole à tous ceux qui l'ont demandé. Vous qui avez un amour certain du langage, de l'étymologie, des hybridations de mots, etc., est-ce que vous avez eu envie d'aller titiller un petit peu les IA sur ce sujet? Est-ce que vous avez été surpris ou au contraire pas du tout? Oui, j'ai testé parce que déjà j'ai envie de comprendre comment ça marche et le degré le niveau qu'atteignent les IA aujourd'hui, et il est très impressionnant. Je racontais justement à Luca Di Biase mon expérience à Paris sur une IA qui avait été paramétrée avec mes textes. Ils avaient rentré tous mes romans dans l'IA, ils avaient rentré mes interviews, des podcasts, etc. Et ils l'ont éduqué pendant 1 mois sur des résumés de mes romans, etc. Et j'ai fait un échange avec elle, et en public notamment, etc. Et les niveaux sont assez exceptionnels. Voilà. Les gens étaient sciés, les gens applaudissaient l'IA dans la salle, ce qui est très dérangeant. On avait fait un système qui était marrant, c'est qu'on avait mis un écran géant derrière moi.
J'avais la même chemise que Lia puisque je m'étais enregistré et c'était donc un deepfake parfait. On voyait mon visage, on me voyait parler, les lèvres étaient en coordination, c'était ma voix, etc. Donc je dialoguais avec Lia, mais la qualité des réponses était très impressionnante. Voilà. Donc je sais maintenant que je peux travailler notamment en termes de créativité, je peux tout à fait travailler avec une IA. C'est possible. Voilà. Stylistiquement, vraiment, sur l'aspect purement littéraire, on a testé le fait de dire, vas-y, écris comme Alain Damasio, telle histoire, etc. L'IA est très forte pour générer des histoires, les structures d'histoire, elle est très forte pour ça. Stylistiquement, c'est pas ça. Voilà. C'était pas mon style, on reconnaissait assez nettement que c'était pas ma façon d'écrire. Il n'y avait même pas mes mots-clés, j'ai envie de dire, des mots que j'utilise souvent, etc. Donc, ça y est pas, mais ça va arriver. Enfin, voilà, c'est... Donc, moi, c'est ce que je dis, c'est que pour des créateurs, c'est-à-dire des graphistes, des dessinateurs, même des cinéastes, pour des compositeurs de musique, pour des écrivains, ça va être un outil fabuleux. Ça va nous permettre d'avoir encore plus de brio, d'aller plus vite dans nos recherches, ça va nous aider. Mais voilà, on est une infime partie de la population, quoi. Et c'est pas parce que nous, ça nous aide et qu'on va pouvoir jouer vraiment avec ça qu'il faut considérer que c'est génial et que tout le monde va en tirer bénéfice. C'est pas vrai, malheureusement, quoi. Voilà. Donc nous, on est un peu des privilégiés parce qu'on peut vraiment trouver le moyen de l'utiliser et de gagner du temps dans les recherches. Moi, j'ai des fois besoin de faire des recherches énormes. Je vais passer beaucoup de temps sur Wikipédia, sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec l'IA, ce que je vais mettre 8 heures à chercher, avec l'IA, je vais mettre une demi-heure, tu vois. Mais voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Voilà, c'est pas... Encore une question, parce que l'heure tourne. Mon enfant, cet été, a écrit une chanson avec l'IA. Mon enfant de 7 ans a écrit une chanson avec l'IA. Et à la plage, tout le monde dansait sa musique, la musique qu'il avait composée. C'était très amusant. Mais tu vas les oublier, donc je vais en poser qu'une. Désolé. Hein. Tout à l'heure, tu faisais le comparaison entre Rome, capitale, ou la Silicon Valley, capitale. Et moi, je poserais une question un peu différente de la toute première. C'est finalement, est-ce que en nourrissant cette dichotomie Europe-Amérique qui date du XVe siècle, tu ne regarderais pas assez loin, ou on ne regarderait pas assez loin en se demandant si finalement la capitale ne serait pas quelque part en Chine, quelque part en Inde, et que finalement la question nécessiterait de regarder au-delà de notre occidentalocentrisme, je ne sais pas comment on dit. Non, mais je crois que tu as raison. Enfin, moi, le premier, je suis piégé dans ce rapport Europe-États-Unis parce que c'est notre biotope, un petit peu. On ne sait pas du tout ce qui se passe sur les 1,2 milliard d'Indiens, les 1,4 milliard de Chinois, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais à eux deux, ils font 40% de la population mondiale. Alors moi, je vais en Chine là, en décembre pour la deuxième fois de ma vie seulement, pour essayer justement de discuter avec les étudiants, de voir sur l'IA des choses. Mais voilà, j'y connais rien. Je sais rien de la Chine. Je sais pas comment ça va fonctionner. J'ai que la propagande en plus européenne où de toute façon le chinois c'est toujours le mal, c'est toujours le contrôle, c'est toujours le credit scoring. On a une vision extrêmement simplifiée et maléfique, par exemple de la Chine. Donc je vais essayer d'arriver avec le cerveau frais et neuf et sans ce crible très occidental de dire les méchants c'est les Chinois. Mais j'en sais rien. Et les Indiens, j'y connais rien. Donc, on est là dans notre petit monde et on est 500 millions d'Européens, 350 millions d'Américains et on n'est rien par rapport à ces 2,6 milliards, effectivement, d'Asiatiques. Donc, tu as raison de le soulever, mais voilà. On est entre nous, un peu. Bene, grazie, insomma, a tutti. Bon, je vous remercie. Je remercie l'assistance. Merci, un grand merci à l'ambassade de France et merci à Alain Damasio pour sa recherche humble. Et merci à vous pour vos questions. Et merci également pour les questions que vous n'avez pas posées. Je serais très curieux de connaître ces questions. Ce sera pour la prochaine fois, peut-être. Merci.